Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live en ce jeudi 30 novembre. Il est 15h01, on a une petite minute de retard, mais c'est parce que je me suis amusé à tester des fonctionnalités sur la plateforme, avec ce joli compte à rebours, et cette vidéo de présentation, je vous laisse prendre le temps de vous installer, en ce jeudi après-midi. C'est la 12e édition, de votre journée du CSE. On va prendre le temps ensemble de parcourir pendant plus de 2 heures avec 3 intervenants. Deux thématiques, une thématique un peu sensible, mais qui fait l'actualité, et une thématique sur les modifications et les conditions de travail, vous le verrez. J'ai plaisir à reprendre encore le micro, à rallumer mes micros de la journée du CSE et vous retrouver toutes et tous, élus du CSE, dirigeants d'entreprise, managers ou même collaborateurs d'entreprise, ou simplement élus. Ce sont des lives qui s'adressent à tous. Je me permets de refaire un tout petit point sur la journée du CSE, projet qui est né il y a maintenant 7 ans, qui suit le développement de Club Employé, hein. C'est un projet phare qui est porté par Club Employé. L'idée de cette journée du CSE, c'est de s'adresser aux élus par l'intermédiaire d'un média web. Ce média web, vous le retrouvez sur notre site internet www.lajourneeducse.com. Notre but, c'est de vous partager des actualités, des informations et de vous faire interagir et réagir avec nous sur les thématiques qui font vivre l'émission d'un élu et qui font vivre l'émission du comité. Donc, on s'attache tout particulièrement aux missions des ASC, les activités sociales et culturelles, l'environnement juridique, l'environnement comptable, le droit à la formation des élus. Et on a également tout un pan de développement sur les actualités, les dernières brèves, qui font vivre ce comité. On a la possibilité pour la 12e fois d'allumer des micros et de donner la parole à des experts de l'environnement du comité d'entreprise. On a aujourd'hui, pour cette 12e édition, le plaisir de recevoir les équipes de Formose, qui est notre partenaire formation. Ils sont en backstage, je les vois, ils arrivent. Et on donne également la parole à un autre cabinet de formation qui s'appelle le cabinet Concilium, qui avait été déjà intervenu par l'intermédiaire de Laura Chambon, peut-être que certains s'en souviennent. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà participé à la journée du CSE. Je sais qu'on arrive à avoir un peu de fidélité sur cette journée-là, donc c'est toujours un plaisir. Je vais faire rentrer tout de suite nos deux intervenants. On va commencer dans un premier temps à évoquer, donc, ce que je vous disais, un sujet un peu sensible sur la prévention de toutes les formes de harcèlement en entreprise, en voyant également le rôle du référent harcèlement. Et pour ça, j'accueille Mathis Thomas et j'accueille Aymeric Soulin. Bonjour messieurs. Bonjour Aymeric. Bonjour Aymeric. Alors, on va parler ensemble pendant plus d'une heure de ce sujet sur la prévention des formes de harcèlement en entreprise, le rôle du référent harcèlement. Il y a beaucoup de choses à partager. Thématique qu'on n'a jamais traitée, nous, sur la journée du CSE, mais thématique, j'imagine que vous avez déjà traité, vous, en interne, au sein de vos entreprises, puisqu'on en parle quand même beaucoup. C'est un sujet assez phare. Beaucoup de choses à dire. Je sais que vous avez préparé une petite présentation, mais je pense que dans un premier temps, je peux déjà vous donner la parole pour vous présenter. Mathis, Aymeric. Oui. Alors bonjour tout le monde. Donc je suis Mathis Thomas. Je suis arrivé dans l'organisme de formation Formose il y a de ça 1 an et je m'occupe du développement commercial sur toute la partie nord de la France. Donc Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France. Et effectivement, comme l'a dit Aymeric, on est confronté tous les jours à des cas différents, hein. On échange avec pas mal d'entreprises et on intervient sur plein de thématiques. Donc bon, les formations que vous connaissez sûrement en tant qu'élu CSE obligatoires, la SSCT, la formation économique, mais aussi des thématiques assez sensibles comme le référent harcèlement ou encore les risques psychosociaux. Ça marche. Bonjour à tous, du coup, Aymeric, le deuxième Aymeric de votre après-midi pour le coup. Donc moi, je suis le responsable de Formose, et effectivement, comme l'a très bien dit Mathis, aujourd'hui, nous, on a un catalogue assez complet, mais on avait vraiment choisi de se focus sur deux thématiques qu'on a et qui nous tiennent à cœur, qui sont effectivement le référent harcèlement, enrichissement sexiste et la partie risques psychosociaux. Donc on a tendance un petit peu à mettre de côté, et qui finalement, on va le découvrir. Il y a quand même pas mal de liens qui peuvent se créer entre les deux. Ça marche. Merci à vous, messieurs. Je me permets, par exemple, un peu au hasard. Bonjour Colin. Bonjour également Iba. J'ai beaucoup de messages qui passent. Vous avez, comme je vous le mets sur la petite bande passante, la possibilité d'interagir avec nous, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, de cette thématique qui a été préparée en amont par Aymeric et Mathis. Vous pouvez poser vos questions directement sur le live LinkedIn, puisque dans l'onglet commentaires, il suffit de scroller un petit peu vers le bas et de faire descendre. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous et de poser toutes vos questions. Je sais que si la question est en lien avec ce qui est en train d'être dit, on pourra la traiter directement. Sinon, pas d'inquiétude. De toute façon, moi, toutes les questions, je les ai. Et on prendra le temps à la fin de la présentation de pouvoir répondre à toutes vos questions.
J'en ai fini de parler. Je vais bien évidemment quand même vous poser quelques questions si j'en ai, qui me viennent, mais en tout cas, je vous laisse la main, messieurs, pour traiter du rôle du CSE dans la détection et l'appréhension des formes de harcèlement en entreprise. Merci Émeric. Du coup, je vais reprendre la main pour commencer. Donc l'idée de cette, JDCSE, vous allez voir aujourd'hui, c'est d'ouvrir un dialogue. C'est de faire le lien entre ces 2 problématiques qu'on vient de vous évoquer. Vous allez voir, elles présentent quand même pas mal de différences, mais elles vont pouvoir se rejoindre sur certains points. Et voilà, l'idée c'est qu'on va pouvoir échanger avec Mathis, chacun va prendre la parole et va pouvoir un petit peu aborder son sujet et on va se retrouver sur des thématiques communes. Alors c'est un vaste sujet, hein, c'est très dense. Je vous rappelle que le CSE dispose de 2 formations distinctes, de 7 heures chacune pour être formé sur ces 2 sujets. Donc nous, on va essayer d'être assez synthétique, on va essayer de vous dégrossir, en vous donnant les informations principales et bah, bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, on vous donnera nos coordonnées en fin de présentation et puis on essaiera de répondre au maximum à vos questions. Je vous ai parlé de dialogue, vous allez voir, on va échanger nos temps de parole. Dans un premier temps, il y aura un petit focus sur le harcèlement sexuel, sur les agissements sexistes et du coup, bah, le rôle du référent harcèlement, pourquoi ça a été créé. Mathis va ensuite prendre le relais pour clarifier ce que sont les risques psychosociaux et du coup, va être le rôle du CSE et comment il va pouvoir y faire face. Et bah, du coup, on va pouvoir finir tous les 2 sur les outils dont, vont disposer, bah, toutes les parties prenantes pour prévenir, pour corriger ce genre de comportement. Donc je vais commencer directement, sur la thématique du harcèlement, sexuel et les agissements sexistes. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, c'est dès la fin des années 70 les pouvoirs publics qui commencent un petit peu à légiférer sur ce sujet. Mais c'est surtout après le déclenchement du mouvement MeToo qui, lui date plutôt de la fin des années 2000 que, bah, les pouvoirs publics commencent vraiment à prendre la mesure du phénomène et à mettre en place, bah, de manière un petit peu plus poussée des systèmes d'identification, des systèmes de prévention et de lutte. Pour vous donner quelques chiffres pour que ce soit plus clair, il y a une récente, étude IFOP qui est sortie. 55 des femmes ont déjà été victimes de formes de sexisme et 9 d'entre elles, ont déjà eu un rapport sexuel forcé ou non désiré avec quelqu'un de leur milieu professionnel. Hem, du coup, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est à l'employeur, du coup, il a une obligation légale, de sécurité et de résultats en matière de santé physique et en matière de santé mentale pour ses salariés. Alors le sexisme en entreprise, c'est assez complexe à définir, ça peut prendre, des formes très variées. Ça se traduit, bah, au début par des actes qui peuvent, apparaître anodins. Ça peut être des plaisanteries, des gestes grossiers, des remarques déplacées, et ces gestes à force de répétition, ça devient plus des gestes anodins du tout. Ça peut donner lieu à des comportements plus graves, comme de la discrimination basée sur le sexe, comme, le harcèlement sexuel, une agression sexuelle ou à plus gros niveau, effectivement, encore le viol. Nous aujourd'hui, notre rôle, ça va vraiment être d'insister sur la partie prévention, qui est pour nous la partie primordiale, et le rôle primordial que va pouvoir jouer le CSE, et le référent harcèlement dans ce cas-là sur ce sujet-là. Un petit focus rapide sur les sanctions. Hem, Sur le plan disciplinaire et professionnel, bah, ça peut aller du licenciement à la radiation, et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'entreprise qui aurait manqué à son devoir de protection envers son salarié, elle peut être également condamnée à verser bah, du coup, à la victime des dommages et intérêts. Donc ça, l'entreprise, elle en est consciente. Donc le but, c'est qu'elle mette tout en place pour qu'on évite d'arriver dans cette situation-là. Et sur le plan pénal, eh bah, effectivement, le harcèlement sexuel, c'est un délit. C'est un délit qui va être puni de 2 ans d'emprisonnement, de 30 000 € d'amende, et ça peut même aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si, bah, s'il y a des circonstances qui sont aggravantes. Donc aujourd'hui, bah, on se rend bien compte que l'entreprise a un vrai rôle à jouer pour venir en aide aux victimes, pour dénoncer vraiment durablement les agissements. C'est pas uniquement de la sanction. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment être dans la prévention, mettre en place. Vaut mieux prévenir que guérir, et d'où l'intérêt effectivement de la création, du rôle de référent harcèlement sexuel et agissements pardon, sexistes, heu, sur lequel on va arriver tout de suite. Hop. Le rôle du référent, donc c'est ce que je vous expliquais, l'État du coup a mis en place, ce rôle de référent depuis le 1er janvier 2019, donc c'est tout de même assez récent. Mmh. Donc effectivement, on doit élire, un référent doit être désigné dans tous les CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise. La loi impose la désignation d'un référent, mais attention, elle n'indique pas concrètement quel est le rôle du référent. Donc ça, c'est la petite variable. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour vous accompagner. C'est donc aux élus, de définir ensemble quels vont être les rôles et les missions du référent.
Donc, c'est important aussi à rappeler que contrairement à l'employeur, le référent, il a aucune responsabilité juridique. Il est vraiment là en appui, en soutien. Il va pas être juge. C'est vraiment ça l'idée. Hem, donc il a vraiment un rôle qui va être objectif, il va être à l'écoute, il est pas là pour faire de la délention, il est pas là pour sévir, pour trouver des coupables. Il a vraiment un rôle d'accompagnement des victimes et des agresseurs présumés, de tous les salariés finalement et il doit être avant tout une force de proposition dans une démarche de prévention. Hem, donc on va voir un petit peu toutes les missions qu'il va pouvoir avoir. Malheureusement, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de toutes ces missions, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a essayé de focus sur, sur les missions qui nous paraissaient les plus importantes, et notamment pour nous, le rôle primordial du référent, ça va surtout être de sensibiliser, de communiquer, de former ses collègues. Le sujet, en fait, il doit pas être tabou. Il faut que tout le monde soit sensibilisé à cette thématique-là. On va y revenir un peu plus tard dans la présentation en détail. C'est une thématique qu'on va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir dialoguer un petit peu avec Mathis, parce qu'effectivement, c'est le sujet primordial, c'est la prévention et ça, on va rentrer un petit peu dans les détails tout à l'heure. On va vous donner des exemples très concrets, comment mettre en place des démarches de prévention. Pour pouvoir effectivement, faire une bonne prévention, il va falloir suivre, un cadre légal. Il faut suivre les évolutions légales. Pourquoi? Parce que c'est un cadre qui va s'alimenter. C'est un cadre qui vit aussi de jurisprudence. Donc pour, pouvoir maintenir une cohérence et surtout être à jour dans ses propos, le référent, il doit avoir une veille un petit peu constante sur tous les changements législatifs. D'ailleurs, nous, on sait que ça peut être très chronophage. On conseille souvent, les CSE de s'accompagner d'une assistance juridique. Ça peut être super utile. C'est des professionnels du droit qui, eux, font de la veille régulière et qui vont pouvoir vous informer sur, n'importe quelle thématique qui serait liée soit à la problématique du référent harcèlement sexuel, mais ça peut aussi vous accompagner sur toute autre problématique. Ça peut être super utile en termes de gain de temps et surtout, au moins on se met à l'abri, on sait ce qu'on raconte en tant que CSE. Hem, donc il y a vraiment cet accompagnement, de victimes, gérer les signalements. Si l'action de prévention elle a pas suffi, c'est effectivement, là où on va se retrouver sur un accompagnement un petit peu plus poussé au niveau des victimes présumées. Le but ça va être de les mettre dans un climat de confiance, on va les aider dans toutes leurs démarches, on va pouvoir effectuer le signalement, et ça comme la partie prévention, c'est une partie qui est très importante, donc on va aussi la détailler, vous donner pas mal d'exemples tout à l'heure pour vous compreniez un petit peu mieux, à quoi ça ressemble. Hem et justement, un petit peu dans ce rôle-là, pour rappel, le référent harcèlement, lui, doit à la fois accompagner, comme je vous ai dit, la victime présumée et l'agresseur présumé. C'est pour ça qu'on conseille aussi d'avoir au moins 2 référents au sein du CSE, plutôt un masculin, plutôt un féminin. Comme ça, au moins, vous avez, effectivement, 2 personnes différentes qui peuvent accompagner, les deux cas. Ouais. Voilà un petit peu pour ce rôle, du référent. Avant de partir sur les risques psychosociaux, hem c'est un petit sujet que je voulais quand même, aborder. Dans les faits, le référent, harcèlement, sexuel et agissement sexiste, il va aussi avoir une petite casquette, de référent harcèlement moral. Alors c'est officieusement, c'est pas son rôle vraiment clair, mais contrairement au harcèlement sexuel d'ailleurs, c'est des faits qui sont dénués de connotation sexuelle, et en pratique, les frontières, on va se rendre compte qu'elles sont assez minces, et du coup, le référent, de par son expérience, de par les outils qu'il va avoir avec sa formation, il va pouvoir grandement aider sur ce sujet-là et un peu dépasser ses fonctions, et accompagner aussi sur du harcèlement moral. Mmh. Hem, donc voilà, je vais pouvoir laisser maintenant la parole à Mathis qui va, focus un petit peu plus sur la partie risques psychosociaux et après on reviendra ensemble sur la partie prévention. Merci Mike. Merci Aymeric. En effet, les risques psychosociaux, bon, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'on a pris, parti de séparer ces 2 thématiques, mais comme a dit Aymeric, elles se rejoignent par certains aspects. Les risques psychosociaux, c'est un thème qui revient de plus en plus dans le monde de l'entreprise et auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre dans nos vies professionnelles. En fait, les risques psychosociaux, ils englobent divers éléments qui peuvent avoir des impacts négatifs sur votre santé mentale, sur votre bien-être et donc sur votre performance au travail. L'objectif, nous, c'est aussi ce qu'on dit en formation, de chaque personne de l'entreprise devrait être de les anticiper et pour les anticiper, il faut les comprendre. Donc l'idée, ça va être déjà de poser un terme sur le mot risque. Donc le risque, c'est une exposition au danger. Le danger, c'est une source potentielle de dommages et les dommages, ils ont des conséquences. Donc en minimisant les risques, on minimise des conséquences sur les humains et donc sur l'entreprise dans sa globalité. Je voulais vous partager un document de l'INRS
qui va vous donner différentes statistiques sur nos actifs français. Donc on peut voir que 9% des actifs français disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent. Donc là, on pense tout de suite, par exemple, sur les ressources humaines, à des licenciements, mais ça peut être plein d'éléments, même dans des tâches quotidiennes. 20% craignent de perdre leur emploi. Donc, je vous laisse imaginer le stress que ça génère de vivre un peu dans cette crainte et dans l'incertitude du lendemain. 27% déclarent devoir cacher leurs émotions, faire semblant d'être de bonne humeur. Donc ça, c'est le fameux ça va, oui, oui, ça va, alors que ça va pas. 30% signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. Donc là, quand on dit comportement hostile, on ne parle pas des cas les plus excessifs, hein. On en parle, mais ce n'est pas uniquement l'insulte ou l'agression physique. Ça peut être un regard, une phrase, le fameux passif-agressif, tout ce qui peut vous faire sentir mal quand vous allez au travail. Et près de la moitié, donc ça, je trouve que c'est assez symptomatique de notre société actuellement, et je pense qu'encore il y en a qui n'ont pas été honnêtes sur ce coup. 45% de nos chers actifs français déclarent devoir se dépêcher. Donc pareil, le stress de tous les jours, se dépêcher et avoir accumulé un certain retard, ça joue sur votre santé mentale au fur et à mesure du temps. Donc concrètement, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez un petit peu plus ce que c'est que les risques psychosociaux, mais il y a des termes très précis. Là, tout ce que vous pouvez voir dans les petites bulles rouges tout autour de la grosse bulle noire, ce sont des risques psychosociaux. Donc on pense à la charge de travail. Donc la charge de travail, elle peut être quantitative, hein, c'est un peu la première qui nous vient à l'esprit, un volume excessif de travail, ou elle peut être qualitative, une complexité des tâches, un manque de clarté dans les missions. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je le fais bien? Il peut y avoir les exigences émotionnelles. Donc là, très clairement, on peut penser, on peut prendre un exemple, l'hôpital, un médecin qui intervient et qui opère, même s'il a l'habitude, c'est du stress accumulé. Donc, on voit, hein, typiquement, le président en 5 ans, il prend beaucoup de rides, parce qu'il a beaucoup de risques psychosociaux qui s'accumulent toujours sur lui. Après, on a l'évolution professionnelle. Donc là, ça concerne peut-être certains d'entre vous. Si vous avez des perspectives d'évolution que vous trouvez limitées, des manques de formation et des manques de perspectives d'enrichissement de vos compétences, ça peut vous frustrer également. L'autonomie et les contrôles, ça parle dans le titre, hein, vous avez l'impression d'être contrôlé, fliqué, et de ne pas être assez indépendant. Ça peut aussi être l'inverse, hein. Vous pouvez avoir le sentiment justement d'être laissé un peu, à l'abandon, et ça, c'est suivant les personnalités et suivant les cas. Donc là, on arrive sur, la thématique de la relation au travail, hein. Donc c'est une thématique assez large, c'est la plus humaine de toutes. Elles ont toutes un peu d'humain, hein, puisque de toute façon la vie professionnelle, c'est aussi de l'humain. Pour vous donner quelques exemples, on parle de conflits interpersonnels, on parle de harcèlement moral, on parle de harcèlement sexuel, hein, comme a dit Aymeric. C'est là où on se rejoint un petit peu sur ces deux thématiques. On parle d'isolement social. Nous, il n'y a pas longtemps, on a formé une société, c'était uniquement des commerciaux. Des commerciaux indépendants qui tous les jours sont dans leur voiture et ils vendent de la fibre. Donc eux, ils ont des objectifs assez élevés et ils sont seuls. Ils n'ont pas de collègues, tous les jours dans la voiture à faire du porte-à-porte. Il y a des personnes qui font 2 mois maximum dans cet environnement. Il y a un turnover assez impressionnant. Donc ça, c'est des environnements qui sont très stressants. Et le dernier point aussi qu'on peut mettre dans les relations au travail, ça peut être le manque de soutien, soit de la part des collègues, ou soit de la part de la hiérarchie, et des fois des 2. Sur la gestion des changements, là, en exemple concret, pareil, on a formé une société, dont je ne peux pas dire le nom, qui s'est fait racheter, et donc là, c'est plein de craintes, qui apparaissent dans la tête des salariés. Est-ce que je vais conserver mon travail? Est-ce que je vais être, délocalisé? Beaucoup de stress aussi qui se mettent en place, et ça demande une certaine résistance au changement, ce que tout le monde n'a pas, mais c'est Mmh. des choses qui se travaillent. Tu voulais, tu as une question peut-être, Aymeric, sur, Non, non, c'était simplement, j'avais vu passer une question, de Jean-Marie, je peux te la faire afficher à bien l'écran. sûr. Je pense que c'était sur la slide précédente. Les chiffres donnés sont des dangers, des risques ou des conséquences? Alors, les chiffres donnés sur, l'INRS, Oui, Jean-Marie? je pense, oui. OK. Bah, Jean-Marie, en fait, l'ensemble de ces thématiques-là, donc que ce soit les dangers, les risques ou les conséquences, ça fait partie de la grande famille des risques psychosociaux, et ces pourcentages-là, ils rentrent dans les risques qu'on est en train de détailler, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont tous un petit peu liés. Ça part d'un risque, donc d'un truc assez léger, mais en le minimisant, et bah, ça on minimise le fait que ça devienne une conséquence. Mmh.
Autre risque psychosocial, les conditions de travail. Donc ça, ça parle de soi-même, hein. Ça peut être une mauvaise ergonomie, tous les jours. Imaginons que vous êtes, proche, trop proche d'un autre salarié, vous n'avez pas votre propre bureau, suivant la sensibilité de chacun, ça peut jouer également. La qualité, de la communication, ça je l'ai pas affiché, mais ça rejoint un peu les relations au travail. Mmh. Après, vous avez la clarté des rôles et missions. Donc, c'est très important de bien définir les missions de chacun et ça peut générer du stress, d'avoir l'impression de faire plus que ce qu'on doit faire, sans spécialement être reconnu pour ça. Donc, on est quand même à la journée du CSE. Donc, on va s'intéresser au rôle du CSE face à la gestion, de ces risques psychosociaux dans votre entreprise. Comme vous le savez sûrement, le CSE, il est acteur de la prévention au sein de son entreprise. Mais les risques psychosociaux, c'est une thématique qui doit être la sensibilité de toutes et tous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de référent risques psychosociaux. Mmh. Vous l'avez vu un petit peu sur les slides précédentes, tout le monde est concerné parce qu'au final, tout le monde est impacté et c'est tellement large que l'objectif, ça va être vraiment de sensibiliser l'entièreté de votre société. Et pour ce fait, le CSE peut définir une stratégie de diagnostic et de prévention des risques psychosociaux dont son entreprise. Donc là, c'est, j'ai demandé à mes formateurs justement d'avoir le droit de vous partager ça aujourd'hui. Donc, on a quelques exemples de choses qu'on peut mettre en place très concrètement dans sa société pour prévenir ces risques psychosociaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les identifier? Vous pouvez mettre en place des outils d'identification clairs, pour les facteurs de stress, des enquêtes, des entretiens, des observations. Ça va passer aussi par de la communication, de la sensibilisation. Vous pouvez organiser des sessions d'information sur les risques psychosociaux. Effectivement, c'est peut-être le cas de certains aujourd'hui. Moi, c'était mon cas avant que j'arrive, dans cet organisme de formation. Les risques psychosociaux, je savais mettre le doigt dessus, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large que ce à quoi je pensais. Toujours dans cette démarche de communication et de sensibilisation, vous pouvez mettre en avant des cas concrets, qu'on se fera un plaisir de vous partager en formation, pour illustrer les situations à risque. Aymeric nous parlait de prévention, c'est le centre, hein, un petit peu du rôle du CSE. Vous pouvez mettre en place des actions préventives, donc des formations, ne serait aussi pour les salariés, hein. Vous pouvez vous rapprocher du pôle de formation si vous en avez un dans votre entreprise, sur la gestion du stress, la communication interpersonnelle ou encore le fameux équilibre vie pro, vie perso. C'est pas du tout Sur la uniquement dédié aux élus, hein. Ces formations-là dont vous parlez là, c'est pas uniquement dédié aux élus, c'est ouvert à tous et l'idée, ce Exactement, sera même Aymeric. d'aller sensibiliser quasiment toute l'entreprise C'est tout à fait ça. et c'est le Tout à rôle du fait. CSE de faire ce lien, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, le CSE a ce rôle-là, mais le CSE n'est pas le seul à avoir ce rôle-là, hein. Les dirigeants l'ont, tous les Oui. salariés l'ont, mais vu que le CSE a un temps dédié, hein, il peut mettre en place des choses qui vont c'est un peu la porte d'entrée de la sensibilisation en entreprise, des risques psychosociaux et petit à petit, ça va se diffuser à l'ensemble de l'entreprise. Et là justement, on y vient avec, le soutien et l'accompagnement que, vous pouvez mettre en place. On peut mettre en place des dispositifs d'écoute confidentielle où, chaque personne va pouvoir venir se confier. On va se rapprocher un petit peu du recueil des faits on verra tout à l'heure en procédure d'enquête avec Aymeric. On peut aussi, dans un stade un peu plus avancé, offrir des séances de soutien psychologique pour les employés en difficulté. Heu, Là aussi, hein, c'est là où ta question, Aymeric, était intéressante, c'est que vous voyez, qu'il y a la phrase «la formation des managers». Donc ces managers-là ne sont pas spécialement dans le CSE, mais le CSE peut demander et sensibiliser, sa direction pour que les managers soient formés à la communication empathique, à la résolution de conflits et les sensibiliser plus globalement, hein, à l'importance de leur rôle dans la prévention des risques psychosociaux. Et en fait, on va arriver à une forme d'évaluation, continue, hein, avec des indicateurs de suivi et l'objectif, donc ça se fait pas en quelques mois, mais c'est d'arriver à une véritable culture du bien-être, une culture qui va valoriser, le bien-être des employés. Et là, vous aurez réussi à intégrer la prévention des risques psychosociaux dans votre politique globale et ça part, bah, voilà, des premières actions du CSE. Et Aymeric va vous partager aussi des petites choses que vous pouvez mettre en place, hein, sur la formation du harcèlement. Ouais, merci Mathis. Effectivement, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Mathis et notamment sur la partie prévention, et du coup l'axer plus sur une thématique de harcèlement sexuel et agissement sexiste, et vous donner, quelques exemples qui vont être très concrets. Ce sera peut-être plus parlant pour vous d'ailleurs.
Du coup, j'ai commencé par vous mettre règlement intérieur et document unique. En fait, on commence souvent nos formations en demandant aux élus s'ils ont déjà lu leur règlement intérieur. Alors c'est pas toujours le cas et du coup, c'est un bon moyen, pour rappeler, à tout le monde que tout le monde est censé connaître, son règlement intérieur, que ce soit les élus, les salariés, tout le monde est censé le connaître. Hem et du coup, c'est aussi, au référentiellement et au CSE de rappeler que dans un contexte professionnel, on doit garder des propos exemplaires, on doit avoir un savoir-vivre ensemble ça commence tout bêtement par, déjà se dire bonjour, se dire au revoir et ça fait partie du savoir-vivre et de la bonne pratique et de l'intelligence commune, du vivre ensemble. Donc la prévention commence par là, et c'est effectivement le rôle du référent, du coup, d'aller rappeler et de communiquer autour de ses collègues, ce qu'il y a dans ce règlement intérieur. Il peut se faire aider de l'employeur qui, par exemple, peut, faire partie d'une campagne de mail ou un petit mail à tout le monde pour rappeler les valeurs de l'entreprise, les propos, les gestes qui seraient considérés comme inappropriés, et donc il n'est pas tout seul. L'employeur, c'est un travail commun où vraiment il faut travailler ensemble pour communiquer, orienter et éduquer ses collaborateurs. On a parlé de campagne de sensibilisation, très bonne idée, justement je vais rebondir un petit peu dessus. L'idée ici, c'est d'informer ses collaborateurs sur les comportements qui seraient acceptables ou inappropriés. Faut que les collègues sachent qu'on existe. Le référent, il est là, il faut que les collègues aient ce réflexe-là aussi de se dire: finalement, les CSE, c'est pas que juste me donner des places de cinéma, à la fin du mois, c'est aussi être, à ma disposition et m'aider sur ces problématiques-là, qui sont primordiales finalement. Donc il y a plusieurs outils qui sont, à disposition des élus, du référent. Dans un premier temps, s'il souhaite, il peut notamment se rapprocher de la médecine du travail, qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir aussi le mettre en relation avec des associations, qui vont pouvoir, par exemple, lui donner des affiches. Je vous ai mis affiches, mailing, permanence. Demain, si vous faites une permanence avec une thématique, harcèlement sexuel et agissement sexiste, vous appelez en amont, du coup la médecine du travail ou une association. Ils vous envoient des prospectus, des affiches que vous pouvez partager, afficher, qui va vous permettre de communiquer de manière beaucoup plus concrète. Hem, Ça, c'est vraiment quelque chose que mettent souvent en place les CSE. Une thématique, une permanence, assistance. Vous avez un temps d'écoute, de sensibilisation. Mathis en a parlé tout à l'heure. Vous choisissez votre thématique. Vous communiquez bien en amont sur cette permanence-là. Et généralement, les gens viennent vous voir. Ils viennent 1 minute, 2 minutes, une demi-heure, 1 heure. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute, de répéter un petit peu ces permanences-là. Vous pouvez mettre en place, des petites affiches dans le bureau, des questionnaires. Vous pouvez mettre en place des jeux de rôle aussi. L'idée, c'est de faire vivre tout ça, c'est que ce soit, assez ludique, qu'il y ait des mises en situation, que ce soit très concret finalement. Mmh. Hem, l'idée derrière ça, c'est, par ces petits jeux de rôle, c'est de rappeler que tout repose finalement sur le consentement. Donc pour faire ça, on va utiliser des cas réels, on va vouloir illustrer ses propos, et ça va permettre finalement, de favoriser la compréhension. Parce qu'on peut vous dire, typiquement ça c'est ça c'est un propos inapproprié, mais tant qu'on l'a pas mis de manière très concrète en réalité, finalement on sait pas. Donc mettre des jeux de rôle, faire des situations, ça peut mettre mal à l'aise dans un premier temps, mais il faut se rendre compte que, ça passe par là. Donner des exemples, ça c'est le meilleur moyen pour se former et pour comprendre. Donc justement, je voulais vous donner, par exemple, un petit exemple concret. L'exemple qui ressort le plus, c'est un petit peu les sujets qu'on a à chaque fois en formation. C'est par exemple la blague de mauvais goût, la blague un peu salace à la machine à café le lundi matin. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, une mise en situation. Effectivement, si ça nous fait rire, potentiellement pas de problème. Ça vous fait rire, vous rigolez, vous acceptez. Si ça vous met mal à l'aise, faut pas hésiter du coup à dire que ça vous met mal à l'aise. Donc ça montre qu'on n'est pas consentant dans cette blague-là. Ce genre de blague répétée d'ailleurs, ça peut amener, un rappel à l'ordre de la direction et au bout de la deuxième fois, une blague qui met mal à l'aise quelqu'un s'est prononcé comme étant mal à l'aise, donc n'a pas consenti, c'est défini comme du harcèlement. Donc c'est du harcèlement sexuel. Donc voilà, c'est passer par des petites mises en situation. Dans ce cas-là, par exemple, le référent, il a plusieurs solutions. Soit il peut aller lui-même faire un rappel à l'ordre à son collègue. Le but, c'est pas d'avoir une attitude, réprobative. Le but, c'est d'aller Mmh. voir son collègue, lui expliquer calmement, en privé, que son comportement, il était pas approprié, était pas fédérateur.
Voilà, bon, j'ai eu des retours comme quoi les blagues du lundi matin, ça passe pas super bien. Le but, comme tu le sais, c'est de fédérer dans l'entreprise et là, tu as des propos qui ont mis mal à l'aise des gens. Donc faut le rassurer, faut pas arriver comme Superman, «Tu as tort, c'est n'importe quoi ce que tu fais». Faut qu'il comprenne, faut avoir une attitude assez positive où, bah, je vais rassurer mon collaborateur, il va pas se sentir agressé par mes propos, mais ça va être dans un échange pour que lui s'améliore dans son comportement. Et ça, vous verrez, ça passe très, très bien. C'est la meilleure manière de travailler là-dessus. Donc pour résumer, le rôle du référent, ça peut être compris comme la personne qui va déjà potentiellement, bah, prévention, vous l'aurez compris, notamment un petit peu rassembler les faits, communiquer sur les mesures qui seraient prises par la société, pousser un petit peu l'employeur, envoyer aussi du mailing pour rappeler un petit peu les bonnes conduites, et l'attitude à avoir en entreprise. Il va avoir un rôle aussi de représentant du CSE si ça va un petit peu plus loin, notamment dans le cadre d'une enquête. Et bah, du coup, la transition, est toute trouvée pour notre prochaine partie. Hop, j'ai essayé de passer. Ouais, super. On arrive donc sur la procédure d'enquête. La procédure d'enquête, c'est si la prévention n'a pas suffi, et ben le CSE, du coup, il peut être amené à mener justement une enquête. Et c'est Mathis qui va vous expliquer rapidement pour commencer le recueil des faits et les premières étapes de cette enquête, une fois que la prévention n'a pas suffi. Oui, merci Aymeric. En effet, la procédure d'enquête dont Aymeric vous parle commence par le recueil des faits. Donc le recueil des faits, c'est quand votre supposée victime vient vous voir. La première étape, c'est de lui demander elle vient vous voir en qualité de collègue, d'élu du CSE, d'amis et en fonction de cette qualité-là, ça va définir la suite de cette procédure d'enquête. La deuxième étape, c'est de mettre en sécurité cette supposée victime. Peu importe que vous soyez son ami, son collègue ou l'élu du CSE, vous lui indiquez que vous avez un devoir de neutralité et de confidentialité et qu'elle peut tout à fait se confier à vous lors du moment qui suit, le moment de l'écoute. Vous allez lui demander l'autorisation d'effectuer une retranscription à l'écrit de tout ce qu'elle dit et vous allez également, lui demander l'autorisation de le faire remonter en réunion et donc à la direction. Et une fois que ces faits seront recueillis, vous allez, les analyser. Et donc là, je redonne la parole à Aymeric qui va vous détailler un petit peu le chemin. Ouais, merci Mathis. Effectivement, d'ailleurs, on peut rappeler qu'il y a un texte de loi qui protège les victimes et les témoins. Donc faut pas se dire: «Bah, je j'ai pas envie de témoigner parce que j'ai peur de me faire licencier ou autre». Vous êtes protégé. Si tout est noté par écrit, vous êtes protégé et il faut participer, il faut communiquer autour de ça. Faut les rassurer vos collègues là-dessus. Effectivement, l'analyse et vérification des faits. Alors cette enquête globalement, elle va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé de manière objective pour pas que ça se reproduise. Le but, c'est pas forcément d'aller chercher un coupable ici. Donc une fois qu'on a fait le recueil des faits, on va pouvoir faire une analyse globale, une analyse claire, objective de la situation. Donc là, c'est le CSE qui fait cette analyse-là. Donc on va garder en tête que l'idée derrière, c'est qu'on va pouvoir donner à la direction le résultat d'une enquête, qui est censée être objective est censée être la plus complète possible. Donc il y a plusieurs outils. Le 1er outil, c'est alors on appelle le QQOQCCP. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette abréviation un petit peu barbare? En fait, c'est un outil qui va nous permettre de remettre un petit peu de contexte. Donc qui globalement, bah, cette fois-ci, c'est qui est inclus dans la problématique. Donc on va faire un rappel complet, on va remettre, par écrit donc, de manière générale, toutes les personnes qui sont inclus dans le sujet. Quoi? Rappel des faits. Donc, c'est très concret. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est quoi le sujet? Ou mettre un petit peu de contexte aussi. Donc, voilà, l'idée c'est de contextualiser, où ça s'est passé, quand ça s'est passé, on y arrive rapidement, pour que ce soit très précis, très clair. Comment là, une petite description un peu plus détaillée de, bah, ce qui s'est passé exactement de manière objective. Et on va voir qu'il y a d'autres outils aussi pour nous aider à faire ça. Combien? Ça va être surtout l'impact que ça va avoir, et on va arriver sur le pourquoi. Le pourquoi ici, ça va permettre on va essayer de comprendre la raison, le cheminement de ce qui s'est passé pour essayer d'aller, bah, du coup, résoudre le problème à la source et du coup pouvoir anticiper de manière un peu plus concrète la prochaine fois pour ne pas que ça arrive de nouveau. C'est ça l'idée. Pour analyser le pourquoi, on a une autre méthode, qui est cette fois-ci un petit peu plus connue, qui est l'arbre des causes. Donc l'arbre des causes, c'est quoi? C'est, la représentation mentale et graphique d'une situation.
Donc peut-être que certains ont déjà utilisé l'amour des causes dans pas mal de situations. Ça ne s'applique pas que à la partie, harcèlement, ou aux risques psychosociaux, hein. On peut l'utiliser dans pas mal de situations. Donc je vous ai mis un exemple qui est très simplifié. Il y a plusieurs versions qui peuvent exister et en formation, vous allez voir, nous, on en aborde pas mal et surtout en formation, on va essayer de prendre un exemple concret et de revenir fait par fait sur cet exemple-là pour que vous compreniez de manière, beaucoup plus logique et concrète, en quoi ça consiste. Donc l'idée ici, c'est de trouver un enchaînement chronologique des causes, qui ont conduit au fait ultime, du coup au dommage, à l'incident. Donc on part du fait 1, et ensuite on remonte, il y a peut-être des faits 1.1, 1.2, des faits 2, des faits 3 et l'idée, c'est d'avoir une vision très objective et historique un petit peu de ce qui s'est passé. Donc là, on essaye de comprendre, comment ça s'est passé pour éviter que ça se reproduise de manière très logique. Hem, voilà un petit peu sur cette partie-là. Pour, pour conclure rapidement, l'idée, d'avoir présenté ça un petit peu sous la forme d'un dialogue, on espère que ça a été assez clair, c'est de vous faire comprendre qu'il faut avoir une approche holistique du problème. C'est qu'il faut traiter vraiment le problème dans sa globalité. C'est pas juste le référent, c'est pas juste le CSE, c'est pas juste l'employeur. Je pense d'ailleurs qu'il y a un petit peu, toutes les parties prenantes qui assistent, à cette JDC CSE aujourd'hui. Tout le monde peut s'y retrouver, et même un salarié qui serait pas élu, qui serait pas référent, qui serait pas employeur, il peut tout à fait aussi avoir sa démarche et demain aller, discuter avec ses collègues, aller embarquer un petit peu tout le monde dans dans ce vivre ensemble qui est finalement très important. Donc c'est finalement pas uniquement un problème d'une personne, tout le monde doit être impliqué. En combinant un petit peu tous ces éléments, avec le travail de tout le monde, c'est de cette manière vraiment très concrète qu'on va pouvoir mettre en place un environnement de travail qui va être sain et où tout le monde va pouvoir s'épanouir et tout le monde va être en sécurité. C'est ça le but du jeu au final. J'avais une question qui m'était venue. On parlait à un moment de protection du salarié. On sait que les membres du CSE sont protégés de par leur statut d'élu CSE. J'imagine que face à un cas d'agissement sexuel ou d'agissement sexiste, harcèlement sexuel, ça prévaut pas, du coup. Non, effectivement, en fait, le membre du CSE, quoi qu'il arrive, s'il commet un délit ou s'il y a une situation, typiquement d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, il est bien sûr pas à l'abri du tout. D'accord. Le but vraiment et tout l'intérêt de vraiment d'accompagner alors là, on a été très succinct Mmh. sur la manière de décrire le problème, mais tout l'intérêt de vraiment écrire, et d'accompagner du coup son collaborateur, vraiment de lui faire écrire tout ce qui s'est passé, d'avoir une trace écrite parce que demain ça peut être, ma parole contre la sienne. Si on rajoute des témoins avec, c'est là où tout l'intérêt et le rôle crucial du témoin, c'est d'arriver à en trouver et globalement à passer tout ça par écrit. Parce que non, effectivement, faut pas avoir peur si c'est même si c'est un élu CSE, si c'est la direction. Je vois la question, si c'est la direction, c'est pareil. Là, on est vraiment dans un recueil de délits, donc si vous c'est cette circonstance qui ne peut pas être protégée, ne serait-ce que par un statut. Il y avait une autre question, auquel j'avais en tête. Je sais qu'il est possible de se faire former, de faire valoir son droit à la formation, sur cette thématique-là. D'un point de vue d'expérience, retour d'expérience, c'est souvent une formation qui est demandée en amont, pour prévenir justement, ou c'est peut-être une formation qui est demandée après avoir connu un cas en entreprise? C'est quoi les cas d'usage que vous avez? Alors, bon, heureusement, dans la plupart, des cas, c'est Oui, des ça demandes n'arrive qui pas d'ailleurs. surviennent avant, c'est de Oui. la prévention, mais on a déjà eu des cas, où les clients souhaitaient mettre en place la formation pour gérer le cas. Donc là, c'est une Mmh. approche très précise qu'on doit avoir, mais tout le sujet aujourd'hui aussi de la présentation, c'est de vous montrer qu'en mettant en place des moyens de prévention, on minimise les conséquences et ces moyens de prévention, ils sont beaucoup plus faciles à mettre en place que les moyens d'intervention. Donc c'est tout l'idée, de ces formations-là et de se rapprocher de cette culture d'entreprise qu'en tant que membre du CSE, hem, membre de la direction, manager, salarié, vous pouvez contribuer à installer dans votre entreprise. Ouais. Évidemment et c'est une erreur c'est une erreur, qui coûte beaucoup plus. Heu, Après, une fois qu'elle est mise en place, une fois qu'on a connu effectivement cette situation, ça a un coût en termes
en termes de psychologie, ça a un coût en termes financiers parce que ça va impacter, j'imagine, la rentabilité de l'entreprise, ça va impacter les relations interpersonnelles. C'est une sorte d'avalanche de conséquences qui sont très graves. Donc, effectivement, autant mettre en place en amont cela. Exactement. Je peux vous faire afficher une question d'Emma. Oui, alors Emma nous demande s'il faut être référent harcèlement pour demander une formation ou être élu suffit. Alors, sur la formation du référent harcèlement, l'employeur a l'obligation de former son référent. Et c'est une formation qui est financée par l'employeur. Ça arrive, et heureusement, de plus en plus souvent, que l'employeur propose cette formation à l'ensemble du CSE. En tant que membre du CSE, vous disposez de congés de formation que vous pouvez utiliser déjà pour les formations obligatoires et aussi pour plein de formations complémentaires. Donc, imaginons que votre employeur finance la formation référent uniquement pour le référent, mais que c'est une thématique qui va intéresser tout le CSE. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des formations sur 2 jours où on voit ces 2 thématiques. Première journée, la thématique du harcèlement sexuel et les moyens du CSE pour y parvenir, et la deuxième journée sur la thématique des risques psychosociaux. Donc vous pouvez complètement être formé si vous êtes uniquement élu et pas référente, et j'irai même plus loin, si vous êtes salarié et pas membre du CSE. C'est possible aussi. Ouais, c'était la question du coup que je voulais voir avec vous. C'était maintenant, qu'est-ce qu'on fait du coup de cette présentation? Comment on peut demander une formation? Où est-ce qu'elle se passe? Et qui finance? Je sais qu'en partie, ça a été répondu. Ouais, Donc toutes effectivement, les tu entreprises, ouais. J'avais dit exactement, même pour rebondir là-dessus, en fait, de manière très concrète, souvent on se rend compte qu'il y a même pas un seul, référent harcèlement, hein, il y en a plusieurs dans les entreprises de manière générale. Le CSE est obligé d'en avoir un au sein de ses élus, et surtout les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur, va aussi nommer, lui un référent harcèlement, qui n'est pas obligé d'être nommé chez les élus du CSE. Donc souvent, on se rend compte qu'il y a quand même 2 voire 3 même généralement ou 4 référents harcèlement. Et après, les gens qui participent, comme l'a dit Mathis, à cette formation référent harcèlement, ils sont pas forcément référents harcèlement sur le papier, mais ils ont quand même cette formation, ils ont les notions et ils peuvent tout à fait accompagner. C'est pas parce qu'on n'est pas référent harcèlement qu'on doit aller voir le référent et lui dire ah bah t'as vu ce qui s'est passé, c'est à toi de jouer le rôle. Bon, Chacun peut prendre sa part des responsabilités aussi. une question qui a été posée ici par Oriane. Est-il obligatoire d'avoir un référencement même pour les petites entreprises? Alors sur le référent harcèlement venant de l'employeur, c'est pour les sociétés de plus de 250 collaborateurs. Pour les CSE, donc tous les CSE, de plus de du coup la CSE, c'est plus de 11 collaborateurs depuis plus d'1 an, il faut effectivement avoir un référent harcèlement. Et après, j'imagine que, dans le cas d'une entreprise qui fait une carence, qui connaît une carence, d'élection, il est quand même possible de nommer un référent, même s'il n'y a pas d'élu? Oui, Ouais, c'est possible. c'est possible. C'est ce qu'on dit, le référent doit être au sein du CSE. Imaginons que personne ne veuille accepter ce rôle, ça peut être un salarié externe. Il vaut mieux qu'il y ait un référent plutôt, qu'il y en ait pas ou que la personne qui le soit ne le souhaite pas et ne mène pas son rôle du coup assez à bien. Ouais. Cette mission de référent, pardon, elle est menée combien de temps? On sait que souvent les élections sont faites pour 4 ans. Est-ce que c'est la même chose, d'un point de vue du délai? Est-ce qu'automatiquement il est reconduit? Comment ça se passe là-dessus? Oui, si c'est un membre du CSE, il est là pendant la durée du mandat et à chaque réélection du CSE, on va réélire un référent harcèlement. OK. J'ai une question ici de Jean-Marie. Je vous la mets à l'écran, messieurs. Alors oui, Jean-Marie, donc l'enquête, encore une fois, là, nous, on a pris, un exemple, un outil qui peut s'appliquer à la fois sur des cas des risques psychosociaux, à la fois sur des cas de harcèlement. Donc chaque, cas a des petites spécificités et effectivement, il y a d'autres types d'enquêtes. Ça, on le détaille un petit peu plus en formation. Là, l'idée, c'était de vous donner, l'outil principal qu'on peut réutiliser pour comprendre un peu le fonctionnement recueil des faits, analyse des faits, arbre des causes. Mais effectivement, Jean-Marie, vous avez raison, il y a des enquêtes spécifiques qui peuvent être mises en place. J'en profite, hein, pour rebondir sur, les questions qui nous parviennent, hein. N'hésitez pas du coup directement sur l'événement. Vous avez à droite, l'onglet chat. Je vous avais dit que c'était en dessous, mais c'est en fait à droite. N'hésitez pas à poser vos questions, on les fait afficher à l'écran.
pour qu'on puisse, avancer. Je sais que vous aviez également, partagé une slide avec vos coordonnées, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. La voici. J'ai vu également que vous aviez, pour certains, scanné le petit QR code. C'est vrai que je ne vous l'avais pas expliqué en début, de session, le temps que certains ou certaines écrivent leurs questions. On a mis en place au sein de la journée du CSE, une mise en relation avec des partenaires qu'on a eu, depuis maintenant, 7 ans, l'habitude avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est notre fonctionnement d'appel d'offres CSE pour tout type de besoin, dont la formation. Vous pouvez mobiliser gratuitement un appel d'offres en fonction de vos besoins et de vos projets. On pourra vous mettre en relation avec nos partenaires pour avancer. Hop. Donc du coup, la question que j'avais posée, tu pas forcément apporté, vous n'aviez pas forcément apporté de réponse. Cette formation, elle se fait en distanciel, en présentiel? Comment ça se passe? Les 2 sont possibles. Nous, on organise pas mal de formations inter-entreprises, parce que souvent il y a un ou 2 référents, comme le mec l'a dit, et l'idée, ça va être d'être formé avec d'autres référents, d'autres CSE, d'autres entreprises. Là, ça va permettre d'échanger, des fois de se partager des cas, et il y a des interactions assez sympathiques. On peut former en présentiel, également en inter, hein. Nous, on a des salles de formation dans toutes les grandes villes de France, Marseille, Lyon, Paris, Lille, et cetera. Et on peut aussi vous former en intra, c'est-à-dire un formateur qui vient dans vos locaux et qui est dédié à votre CSE. Donc typiquement, si on forme, l'entièreté de votre CSE et quelques salariés qui veulent s'ajouter, donc un groupe de 15, on va vous proposer de vous former en intra, dans vos locaux, dans notre salle de formation, mais uniquement votre CSE. OK. Oriane qui nous pose de nouveau une question par rapport à un éventuel délai, d'élection. Oui, Oriane. Du coup, quand le CSE est créé, effectivement, vous allez devoir définir des rôles et le rôle du référent, sur le principe, se fait au moment de l'attribution. Donc au même moment quand on va désigner le secrétaire, le trésorier et d'autres rôles. En général, d'expérience, il y a toujours cette première réunion. Le CSE apprend à se connaître, on voit qui a été élu. Voilà, c'est la première fois un petit peu qu'on échange en qualité de membre du CSE. Et sur la réunion qui suit, chacun a pris le temps de réfléchir à ce qu'il aimerait faire et on fait l'attribution. Donc ça se fait idéalement dans le mois qui suit l'élection, voilà, dans les 2 mois, pour certains cas. OK. Alors, une question intéressante. Hop, je vous la mets ici. Si le référent actuel, donc dûment formé pendant son mandat, ne se représente pas aux prochaines élections du CSE, garde-t-il cette casquette tant qu'il reste dans l'entreprise? Alors, si le référent fait partie du CSE, ce rôle va devoir être redistribué, car c'est un membre du CSE et il a ce rôle en tant que membre du CSE. OK. Une autre question de Colin, est-il possible, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément, je crois que tu avais apporté la réponse, Mathis, par rapport, au financement de cette, formation? Oui, en effet, Colin, il y a la possibilité de faire financer une partie des formations, notamment par les OPCO de l'entreprise. Donc un OPCO, c'est quoi? C'est un opérateur de compétences. Nous, Formose, on est certifié Calliope, donc on a passé, tout un tas, d'enquêtes, d'analyses, de nos programmes qu'on a conçus nous-mêmes pour se faire valider, reconnaître par l'État et rendre ces formations finançables par ces aides. On a encore le temps de poser quelques questions. En attendant, je vois qu'on a quand même pas mal de participants, hein, qui sont avec nous. Il y a quand même des questions qui sont posées et des questions qui sont intéressantes. La journée continue, hein, la journée ne s'arrête pas là, je vous l'avais dit en présentation. À partir de 16h, donc il se peut qu'il y ait quand même quelques petites minutes, pour, prendre l'air, d'avoir, une respiration. On va continuer pour, encore 1 heure de présentation, donc avec Sébastien Lagoutte, qui est juriste en droit social, au sein du cabinet Concilium, et on évoquera ensemble et avec lui les modifications d'un contrat de travail versus les modifications des conditions de travail. Donc sujet très concret, aussi très pragmatique. On verra ça, ensemble, donc ne nous quittez pas tout de suite, puisque, la journée du CSE est en live pendant 2 heures et ce jusqu'à 17h. On a une dernière question, je pense. On a encore le temps de la poser. Quel est le délai pour poser les heures de délégation? Et d'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé. Les mêmes heures de délégation, le référent harcèlement? Alors, le référent harcèlement, il dispose d'un jour dédié, un congé de formation, pour effectuer cette formation-là. Donc, il ne pose pas de la délégation pour suivre cette formation. Sur le principe,
que ce soit pour la formation du référent ou pour d'autres formations. Prenons l'exemple de la formation économique que le CSE finance, hein, la formation qui doit être suivie par tous les titulaires. Il faut informer son employeur au moins 1 mois à l'avance des dates auxquelles on aimerait être formé et après on pose ses congés de formation dédiés pour l'effectuer. Ça peut se faire, en bonne intelligence aussi avec la direction qui souvent organise, hein, aussi la formation référent harcèlement, qui est de plus en plus au fait de ce genre de thématique. Mais très important Christophe, si vous êtes référent harcèlement, vous n'avez pas besoin de poser de la délégation. Merci pour toutes ces réponses, Mathis. Merci pour toutes ces réponses, Aymeric. Je pense qu'on peut vous donner le mot de la fin. Je laisse toujours les coordonnées qui s'affichent avec notamment le QR code aussi pour effectuer un appel d'offres si vous avez des besoins particuliers, des besoins précis. Je vous encourage, si vous avez un droit à la formation, on a beaucoup parlé donc du coup de cette thématique-là, hein, de RPS, de référent harcèlement, de prévention des agissements, harcèlement sexuel et agissements sexistes. Il y a d'autres formations hein, que vous menez, vous, chez Formose. Est-ce que vous pouvez peut-être en détailler quelques-unes, si jamais il y a des besoins qui sont à la portée des entreprises? Non. Oui, si, tout à fait, on peut. Comme je le disais tout à l'heure, donc bon, on intervient sur toutes les formations CSE, hein. Nous, on a un organisme de formation spécialisé pour le CSE. On a conçu nos programmes et on vous accompagne sur les formations SSCT. Donc, elle commence vraiment à être connue, hein, vu qu'elle est obligatoire pour titulaires et suppléants. Elle, c'est une formation qui dure 5 jours, qui est financée par votre employeur. Santé, sécurité et conditions de travail. On vous accompagne aussi sur toute la partie CSE, avec la formation économique, les attributions, fonctionnement du CSE, gestion des budgets. Et si vous voulez avoir les budgets un peu plus précisément, on a des formations gestion budget URSSAF, des formations trésorier, on a des formations dédiées à chaque rôle, hein, formation secrétaire. Et surtout, nous, notre vision de la formation, c'est que chacune de nos formations est différente, parce qu'on va former des CSE différents. Quand un de nos formateurs vient en formation, il veut vous accompagner, il veut s'adapter à vous. Donc, ça va pas être une formation type professeur, hein, pour nous rappeler l'époque où on était à l'école, où on prenait des notes et où on n'intervenait pas. Là, c'est un véritable échange et il y a du sur-mesure qui se met en place. Là, on va faire, par exemple, des interventions, hein, sur ces thématiques-là du harcèlement d'une demi-journée. On va former dans toute la France différents magasins d'une entreprise sur ces thématiques-là. Donc sur demande, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à nous contacter. Ça marche. Eh ben, je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Comme ça, on a encore quelques petits instants pour souffler avant la présentation de Sébastien. Merci beaucoup déjà. Je me permets de prendre ce temps d'abord pour vous remercier. C'était la 3e fois qu'on faisait intervenir Formose en qualité de partenaire formation, hein. On avait évoqué par le passé 2 thématiques pour faire valoir ce droit à la formation pour les élus, pour se former et mener à bien les missions qui leur incombent au sein du comité d'entreprise. J'en profite également pour vous dire que toutes les précédentes éditions, hein, je vous en parlais au début, c'est la 12e édition de ce live. Vous avez la possibilité de retrouver sur le site internet de la journée du CSE, www.lajourneeducse.com, tous les replays des éditions précédentes, notamment les 2 replays des éditions de Formose. On a fait intervenir du coup de nombreux experts, très souvent juristes en droit social, juristes en droit du travail, des formateurs, également des membres du CSE sur certaines éditions. On a traité toutes les thématiques. Je vous en parlais au début, donc allez-y sur le site internet si vous souhaitez en savoir plus et contactez bien évidemment Formose si vous avez un besoin de formation avec vos élus. Je sais que l'année 2023 a été assez chargée en termes de réélection, donc il y a des besoins de formation. C'est vraiment un droit que vous avez, donc profitez-en de ce droit. Certaines de vos formations sont également financées par l'employeur, donc ça n'incombe pas non plus votre budget de fonctionnement. Donc profitez-en et de nouveau, merci messieurs. Et moi, je vous donne rendez-vous à partir de 16h, donc dans 5 minutes, pour la suite de la journée du CSE. Merci beaucoup et je vous laisse le mot de la fin. Merci Aymeric. Merci Aymeric, c'est un plaisir.